Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 6 avril et notre cher ami et frère Larry C. Johnson est avec nous. Bon retour parmi nous. Mec, on a survécu à une autre semaine. C'est reparti. 6e semaine de la guerre censée mettre fin à toutes les guerres, j'imagine. Ouais, mec. Man. Larry, commençons par l'un des événements les plus importants d'hier et d'avant-hier. Nous avons vu une nouvelle opération en Iran. Et tu sais, beaucoup de gens doutent de ce qui s'est réellement passé là-bas. On a dit qu'il s'agissait d'une opération pour secourir l'un des pilotes, supposément le second pilote d'un F-15E, ou peut-être autre chose. Avant d'en parler, voici la carte de l'Iran, Larry. Regarde ici. Ce que nous avons appris, c'est que le chasseur, le F-15, se trouvait quelque part dans cette zone. Puis on dit qu'il était plus proche du Khuzistan ou du Kogiluye Boyer Ahmad, l'un de ces deux endroits. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que nous avons vu l'opération se dérouler ici, dans la partie sud d'Ispahan, ce qui est loin de l'endroit où l'incident s'est produit. Et l'autre point, Larry, ce sont ces nouvelles images montrant qu'ils essayaient de frapper les routes reliant la région où l'opération était censée avoir lieu. Donc quand vous dites « eux », vous parlez des États-Unis. Oui. Oui, les États-Unis, je parle bien des États-Unis, ont frappé cet endroit. Ces images satellites confirment que les États-Unis ont bombardé toutes les routes autour du site d'atterrissage de l'opération spéciale. Oui. Et voici la deuxième photo. Mais après tout, quand on regarde ce qui s'est passé, à ton avis, c'était quoi? C'était une opération, tu sais, pour sauver le pilote. C'était quelque chose qu'ils ont décidé de faire pour le sauver. Ensuite, ils sont allés là-bas, et peut-être qu'ils ont changé leur plan en cours d'opération pour le sauver. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'il faut tout planifier à l'avance. Ce n'est pas comme si on commençait à agir et qu'on décidait de tout au fur et à mesure. On dirait qu'ils préparaient cela bien avant que ça n'arrive. Tu vois ça comme ça? D'accord. Commençons par parler du F-15. Il a été touché par la défense aérienne iranienne et l'avion s'est écrasé. Nous ne savons pas précisément où il est tombé. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers rapports indiquaient que le chasseur se trouvait, comme vous l'avez souligné, du côté de la côte ou au Khuzestan. Il ne le situait nulle part près d'Ispahan, là où le pilote a finalement été retrouvé. Donc, ce que je pense qu'il s'est passé, et encore une fois, c'est une spéculation de ma part, simplement pour essayer de comprendre, c'est que ce F-15 participait à ce qu'ils appellent la préparation opérationnelle de l'environnement. Il menait des frappes destinées à préparer le terrain pour une mission des forces spéciales américaines visant à attaquer ou à mener un raid contre l'installation nucléaire d'Ispahan. Je suppose que c'est tendu là-haut, je crois. Que l'objectif ait été de récupérer du matériel ou de causer des dégâts en faisant exploser le bâtiment, je ne suis pas sûr des détails précis de la mission. C'est pourquoi je pense que les premières informations affirmant que c'était vers la côte relevaient d'une tromperie délibérée. Elles visaient à faire croire aux Iraniens que ce n'était pas du tout près d'Ispahan. Ce qui était inhabituel dans cette affaire, c'est que l'homme assis à l'arrière, le copilote, ou comme on l'appelle, l'officier des systèmes d'armes, le WSO, n'était pas la personne junior habituelle. Normalement, ce siège est occupé par un jeune lieutenant ou un capitaine, voire un major. Mais cette fois, l'homme à l'arrière était le commandant en second de la base aérienne de Mawafaq Salti, en Jordanie. C'était donc un colonel. C'était quelqu'un qui possédait beaucoup de renseignements précieux, qui, s'il avait été capturé, aurait pu être très dommageable. Ils auraient pu compromettre un certain nombre d'opérations américaines, ou du moins
Il aurait fallu supposer que les informations qu'il détenait étaient compromises et modifiaient un grand nombre de choses. Il est donc devenu une priorité. Le récupérer est devenu une priorité. Maintenant, c'est là que l'histoire, pour moi, ne tient pas debout, et je ne suis pas sûr de quelle conclusion tirer. Les spectateurs et les auditeurs peuvent tirer leurs propres conclusions. On rapporte qu'il avait soit une cheville cassée, soit une jambe cassée, et avec l'une de ses blessures, il aurait soi-disant marché sur environ 8 kilomètres depuis le nord-ouest de cette montagne. Donc, il aurait voyagé en direction du sud-est pour atteindre cette montagne, puis il l'aurait escaladée. Je ne sais pas s'il est monté de 600 ou 900 mètres, à quelle hauteur il est allé, mais apparemment, la balise, le localisateur qui était censé être sur lui, soit il ne l'avait pas, soit elle ne fonctionnait pas. C'est la CIA qui a fini par le retrouver. Ensuite, ce qu'on appelle le Centre conjoint de récupération du personnel, ou JPRC, a lancé la mission de recherche et de sauvetage au combat. Le JPRC est une unité distincte. Sa mission entière consiste à récupérer les pilotes américains abattus. Il est principalement composé de ce qu'on appelle des parachutistes sauveteurs, ou PJs, un groupe extraordinaire de personnes talentueuses. Ils sont formés à la médecine avancée, pas seulement aux premiers secours, mais à la médecine de combat, ainsi qu'au parachutisme et aux opérations maritimes. C'est un parcours de qualification terriblement exigeant à réussir. Donc, normalement, il serait sorti. Mais ce que je pense qu'il s'est passé ici, c'est que la mission de ce F-15, préparer un éventuel raid sur Ispahan, avait déjà à son bord une unité de Navy SEAL avec quelques membres du 75e régiment de Rangers. Je ne sais pas de quel bataillon il s'agissait. Ils étaient déjà en place, positionnés, prêts pour une opération. Je ne savais pas si elle devait être menée cette nuit-là, la suivante ou aujourd'hui. Enfin, à un moment donné. Mais ils étaient en position et prêts. Et dans le cadre de cela, ils disposaient de 4 AH-6 Little Bird. C'est un petit hélicoptère qui peut transporter 2 opérateurs de chaque côté. Ceux-là étaient déjà à l'intérieur des C-130. Donc ce n'est pas comme s'ils étaient posés au sol, prêts, puis qu'ils avaient décollé pour se rendre sur ce site. Et que ce soit par hasard ou volontairement, ce pilote s'est retrouvé sur cette montagne. Du moins, c'est ce qu'on dit. C'est pour cela qu'ils ont volé. Ils avaient déjà préparé ce terrain d'aviation, qui était en quelque sorte une piste agricole, quelque chose dans le désert qui pouvait servir, mais qui n'était en aucun cas un aéroport ordinaire. Si le JSOC a suivi le protocole, ce que je crois, ils avaient déjà repéré ce terrain à l'avance, même avant que ce F-15 ne s'écrase. Donc ils le connaissaient, ils l'avaient inspecté et ils savaient qu'ils pouvaient y atterrir. L'histoire qui a circulé raconte qu'ils ont fait atterrir ces 2 C-130 transportant les Little Birds et un contingent de Rangers du 75e régiment et ou de SEALs. Il y aurait eu en tout 4 Little Birds. Il te faut 4 pilotes, puis au moins 4 opérateurs par appareil, des gars qui s'assoient sur les patins sur le côté. Donc ça fait 16. Ces avions auraient atterri, puis se seraient retrouvés coincés dans le sable. Ça n'a pas de sens pour moi. C'est ce qu'on raconte, mais ils auraient déjà vérifié cette piste d'atterrissage avant de simplement s'y poser. Je peux comprendre qu'un appareil se retrouve coincé dans le sable, mais 2, ça n'a pas de sens. Pendant que tout cela se passait, il y avait un A-10 dans une zone particulière. Il a été abattu. Ils ont affirmé qu'il essayait d'assurer un appui aérien rapproché. Mais encore une fois, si ce jet est tombé aussi près d'Ispahan et que l'objectif était de détourner l'attention d'Ispahan, ils ont déjà admis que la CIA diffusait de la désinformation
pour détourner les gens de la zone. Donc, on peut se demander si l'abattage de l'Aziz avait réellement un lien avec cela ou s'il s'est simplement retrouvé impliqué dans une autre mission. Le premier pilote a été récupéré par 2 hélicoptères. On les appelle des Pavehawks. Ils ressemblent aux Blackhawks que les gens ont l'habitude de voir. Mais ce sont des versions spéciales de l'armée de l'air conçues pour des missions d'opérations spéciales. Ils ont été touchés par des tirs d'armes légères ou des tirs venant du sol. On peut voir les hélicoptères traîner une fumée noire, mais cela ne les a pas mis hors service. Ils ont pu regagner la sécurité en dehors du territoire iranien. Donc voilà, ils ont mené à bien le sauvetage. Il est rapporté que l'un des Little Birds est monté sur la crête de la montagne et a récupéré ce colonel qui avait une cheville et une jambe cassées. Broken ankle, broken leg. It makes you wonder how was he able to walk and get up there. On se demande comment il a pu marcher et monter là-haut. Mais bon, tu sais, c'est l'histoire. Ensuite, ils redescendent et apparemment ils se retrouvent dans une fusillade massive et les avions ont été mis hors service. Donc maintenant, il y a une centaine de personnes au sol. Comment diable vont-elles s'en sortir? Eh bien ensuite, ils ont dit qu'il y avait un escadron des opérations spéciales, je crois que c'est le 427e. Ils pilotent un Casa, Casa 275, non, j'oublie le numéro de l'appareil. Ah, Casa 295, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et il en fallait 1 ou 2 pour évacuer les passagers. C'est un avion à décollage et atterrissage court, donc ils devaient venir se poser. Mais s'ils étaient dans cette fusillade, ça veut dire que ces avions essuyaient aussi des tirs. Donc, encore une fois, on n'a pas toute l'histoire. Mais je pense que dans ce cas, ce qui s'est passé, c'est que l'unité arrivée pour effectuer le sauvetage était initialement prévue pour mener ce raid à Ispahan. Je suppose que c'est là que cela devait se dérouler, peut-être à Bashir ou dans un autre endroit. Mais comme ils étaient déjà équipés et prêts à partir, on s'est tourné vers eux, puisqu'il y avait d'autres opérations de recherche et de sauvetage en cours. Et d'après les rapports, ils ont secouru le pilote, l'ont sauvé et l'ont ramené. Mais nous ne savons rien des pertes. Je serais surpris qu'il n'y en ait pas eu, à la fois des tués au combat et des blessés. Nous n'avons aucune de ces informations. S'il y a un aspect positif dans tout cela, c'est peut-être que cela amènera les États-Unis à réfléchir à 2 fois avant de mener d'autres opérations terrestres en Iran, car celles-ci auraient vraiment pu tourner à la catastrophe, et ils ont eu de la chance sur certains points. Comme tu l'as mentionné, des images sont apparues montrant que certains documents ont été découverts. Et on y voit l'un des... Enfin, je ne sais pas quelle est ta compréhension de la situation, Larry. Penses-tu que ces hélicoptères Black Hawk ont été touchés alors qu'ils survolaient la zone ou qu'ils se sont écrasés au sol? Qu'est-ce que c'était, selon toi? Parce que quand on regarde la scène, on dirait qu'ils se sont écrasés au sol. Oui, on aurait dit que certains d'entre eux, enfin, selon le récit du CENTCOM, nous n'avons pas pu faire décoller les avions et les hélicoptères, c'était des AH-6 Little Birds, pas des Black Hawks. Alors, les États-Unis ont envoyé un autre appareil pour larguer des bombes sur la zone et les faire exploser sur place. Peut-être que c'est ce qui s'est passé, peut-être pas. Ce que montrent certaines vidéos, c'est que les hélices sont tordues, ce qui suggère qu'il y a eu un crash. Vous savez, quand il s'écrase et touche le sol, l'hélice s'enfonce pendant que l'appareil avance, et cela plie les pales vers l'arrière. On peut le voir. Donc, on ne sait tout simplement pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la version officielle, telle qu'ils la racontent, n'a pas de sens. Et voici les images, Larry. Vous pouvez voir les documents provenant de certaines de ces forces, l'une d'entre elles en particulier. Peux-tu revenir au moment où ils tiennent cette petite carte verte? Oui, juste là. Peux-tu zoomer un peu dessus? Est-ce possible?
Ouais, c'est impossible de zoomer là-dessus. Yeah. Yeah. But anyway, Ouais, mais bon, c'est une femme. Ron a affirmé que c'est une pilote. Ils ont ses papiers. La carte à gauche s'appelle une carte CS. Ça s'appelle Ryder, Amanda M. Ouais, Amanda Ryder. D'accord, ouais. Yeah. Amanda Ryder, Amanda M. Ryder. Oui, c'est bien ce nom-là. That's the name. Yeah. So, that's Ouais, donc ils n'en disent pas un mot pour le moment. Ce sera une question de savoir s'ils l'ont récupéré ou, tu sais, s'ils ont obtenu le drapeau. Ce n'est pas clair pour moi de quel type d'appareil il s'agissait. On ne sait pas si c'était un hélicoptère ou un avion à réaction, mais ouais, on aurait dit qu'il transportait du fret, des munitions, ouais. Yeah, so look, it was hauling some cargo, ammunition. Ouais, Yeah. But mais je pense que cela montre que se prévoyait quelque chose d'important dans cette région. shows that how it was. I think they were planning something big in that region. Yeah. Absolutely. Oui, absolument. Donc, comme je l'ai dit, nous n'obtenons pas la version complète de l'histoire. Et je comprends en partie pourquoi ils essaient de préserver une certaine forme de sécurité opérationnelle. Mais ce que cet incident met en évidence, c'est que cet aérodrome, tu vois, c'est un aérodrome abandonné, juste à côté de l'un des parcs nationaux d'Iran. Et il se trouve à environ 34 km de là, jusqu'à Ispahan. Donc la question était, si tu installes ça, on appelle ça un FARP, un point avancé d'armement et de ravitaillement. À partir de là, comment comptait-il entrer à Ispahan? Était-ce avec les Little Bird? Peut-être qu'il devait y avoir d'autres Black Hawk qui seraient venus. Peut-être. Donc si j'étais les Iraniens, si j'étais le corps des gardiens de la Révolution, je ferais en ce moment un relevé complet de chaque zone en Iran où sont stockés des matériaux nucléaires. Area in Iran where you have nuclear materials stored, and within a 30 to 50 mile radius. Et dans un rayon de 30 à 50 miles, il faut identifier les aérodromes potentiels, puis placer des forces de sécurité à ces endroits et peut-être les dissimuler pour pouvoir tendre une embuscade à quelqu'un qui arriverait. Mais vous savez, ils doivent prendre cela au sérieux, car il semble que cette opération allait être menée. Et comme cet avion a été abattu, je pense que cela a fait dérailler l'opération. C'est mon interprétation. D'autres, il y en a d'autres, pensent qu'il s'agissait d'une ruse. Je ne suis pas sûr de comprendre comment cela fonctionnerait. Vous savez, une ruse pour détourner l'attention d'une autre opération. Il me semble simplement que si c'était une ruse, elle était incroyablement complexe et comportait tellement d'éléments mouvants que beaucoup de choses pouvaient mal tourner. C'est pourquoi je ne suis pas enclin à le croire. It seems, Larry, that they were Il semble, Larry, qu'il y ait eu des victimes. Je ne sais pas ce qu'il en est des personnes blessées. Même Donald Trump lui-même a dit que le pilote avait été grièvement blessé. Je suppose que beaucoup d'entre eux ont été touchés sur place pendant cette opération, avant de quitter l'Iran. With this operation before leaving Iran. And the other part, Larry, would be as Et l'autre aspect, Larry, c'est que pendant que cette opération se déroulait en Iran, nous avons vu l'Iran attaquer le Koweït et frapper des cibles là-bas. Il semble qu'il y ait eu une sorte de lien entre ce qui se passait au Koweït et ce qui se passait à Ispahan, dans la partie sud d'Ispahan. Quel était le lien entre les deux, ou s'agissait-il de deux types d'opérations différents aux yeux des Iraniens? Or they were two different sort of operations in the eye of Iranians. Eh bien, d'accord. Où était le premier? The first one is where? Je parle de la partie sud d'Ispahan, avec cette opération, cette attaque. Pendant que cela se produisait, l'Iran visait en même temps le Koweït, et ils ont déclaré qu'il s'agissait de forces américaines au Koweït, d'installations américaines au Koweït. Yeah, okay, I'm with you now. Yeah, they may very well have been targeting the base from. D'accord.
Je te suis maintenant. Il est tout à fait possible qu'ils aient visé la base d'où ces gens étaient partis. C'est tout à fait plausible. Et maintenant que cela s'est produit, l'effet de surprise est perdu. Les États-Unis peuvent décider que ce qui devait être une opération est désormais annulé, car elle est en quelque sorte compromise, la cible ainsi que certaines des tactiques qui devaient être utilisées. Encore une fois, tout cela reste hypothétique. Je ne traite d'aucune information classifiée ou confidentielle. D'après mon expérience, je pense que c'est le scénario le plus probable. This is the most likely course of events. Yeah. What do we know, Larry, about Oui. what can we Qu'est-ce qu'on say sait, about Larry, the à forces propos de that, sur quoi peut-on spéculer concernant les forces utilisées dans cette opération? Étaient-ce les mêmes forces que les États-Unis ont utilisées au Venezuela? Non, non, non. The United States used them in Venezuela, or No, they were different? These sort of Venezuela, they use. Oui, il s'agit du genre d'unité. Et certains membres du personnel ont peut-être été impliqués au Venezuela, vous savez, les pilotes des Little Birds, les Rangers et ainsi de suite. À première vue, c'est une unité placée sous le commandement du Joint Special Operations Command, le JSOC. Il semble qu'ils aient utilisé une unité de Navy SEAL, en l'occurrence des membres de la SEAL Team 6. Ils ont également fait appel à ce qu'on appelle des éléments de niveau 2 du 75e régiment de Rangers, qui assurent le soutien, ainsi qu'à des pilotes de la Task Force 160 du Special Operations Aviation Regiment, le SOAR. Donc oui, c'est une unité hautement spécialisée et il est possible qu'ils aient effectivement eu une certaine expérience au Venezuela. On ne peut pas l'exclure. And they may have actually had some experience in Venezuela. You can't rule that out. yeah. Here is Oui. Larry, Voici, Larry. Donald Donald Trump parle d'un nouvel ultimatum, prévu pour demain à 20h. Il a un nouvel ultimatum et il parle d'attaquer la Russie, les réseaux électriques et les ponts en Iran. Mais nous savons ce qui s'est passé jusqu'à présent. La nuit dernière, ils ont attaqué de nombreux immeubles résidentiels en Iran, à Téhéran, à Qom et dans d'autres villes, tuant plusieurs personnes. Tu sais, beaucoup d'enfants ont été tués dans ces attaques d'ailleurs. Il semble que les premiers rapports indiquent que de nombreux enfants ont été tués. Et d'un autre côté, ils ont attaqué l'université Sharif. L'université Sharif est l'une des universités les mieux classées d'Iran. C'est un peu comme le MIT aux États-Unis, quelque chose comme ça. Et Yeah, this is more about trying to destroy. Oui, il s'agit plutôt d'une tentative de détruire la culture et la société iranienne. Ce ne sont pas des cibles militaires légitimes, et c'est un signe de désespoir de la part des États-Unis qu'ils s'y livrent. Ils ont également visé, je crois, une installation pétrochimique, et l'Iran n'a pas tardé à réagir en frappant une installation comparable à Abu Dhabi. Ces nations du Golfe sont beaucoup plus fragiles par nature, et leur capacité à survivre à cela et à s'en sortir intacte sur le plan économique est très faible. And come out intact economically is very low. Larry, you've mentioned this operation. It seems that if Larry, tu as mentionné cette opération. Il semble que si l'objectif principal était de capturer Natanz, tu sais, je parle des installations nucléaires là-bas, alors ils ont échoué à atteindre cet objectif. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? Il semble que tout ce discours sur une opération terrestre dans le détroit d'Ormuz, et tu sais, sur l'île de Kark ou l'île de l'Arak, près du détroit d'Ormuz, ne soit qu'une sorte d'opération médiatique. Ensuite, ils se sont tournés vers Ispahan, parce que le but, comme Donald Trump ne cesse de le répéter, est d'extraire l'uranium enrichi d'Iran. Que peuvent-ils faire d'autre dans cette direction? Ils devraient déployer des forces au sol. Sans cela, ils ne pourront pas y parvenir. C'est le problème en ce moment. Et cette opération donne une certaine indication de ce que Donald Trump et son administration pourraient faire s'ils allaient jusque-là. Eh bien, en fait, tu sais, tu as suggéré qu'ils avaient un objectif et un but. Moi, je dirais le contraire. Ils ne savent pas du tout ce qu'ils essayent de faire, parce que les objectifs ou les buts
change d'un jour à l'autre. Un jour, il s'agit de changer de régime. Puis 24 heures plus tard, ah non, il s'agit d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Et encore 24 heures plus tard, non, nous n'avons pas besoin du détroit d'Ormuz. Si les Européens veulent qu'il soit ouvert, qu'ils s'en chargent. Ah non, il faut empêcher l'Iran de construire une bombe nucléaire. Donc tu vois, le but, l'objectif change d'un jour à l'autre. Et c'est pour cela que ce que font les États-Unis sur le plan militaire semble si chaotique, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne suivent aucun plan clair pour, vous savez comme je l'ai dit, s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire. Si c'est l'objectif, très bien. Ou encore pour ouvrir et prendre des mesures afin de rouvrir le détroit d'Ormuz. En réalité, comme je l'ai déjà dit, il n'existe pas de solution militaire pour rouvrir le détroit. Cela devra se faire par la diplomatie. Et pour l'instant, l'Iran ne montre aucune incitation ni aucun intérêt pour la diplomatie, du moins pas dans les conditions proposées par les États-Unis. Voici ce que Fox News a rapporté au sujet des tentatives continues de Donald Trump de négocier ou d'envoyer des messages à l'Iran. Il m'a dit au téléphone que, pendant qu'il essayait d'obtenir un accord, les Iraniens ne cessaient de repousser le calendrier des négociations, disant par exemple « Nous nous verrons mardi prochain ». Et le président a répondu « Non, dans 1 heure », parce que c'est un président qui voulait conclure un accord. Il voulait mener le travail à terme. En fin de compte, les Iraniens cherchaient à allonger ce calendrier de négociation et le président a ordonné la frappe contre des infrastructures critiques en Iran pour envoyer un message indiquant que les États-Unis ne plaisantent pas, ni sur le champ de bataille, ni à la table des négociations. L'impression que m'a donnée le président Trump, c'est qu'il prend très au sérieux ses menaces contre le régime iranien, surtout en ce qui concerne leur refus de conclure un accord de bonne foi, malgré le fait qu'il leur ait offert plusieurs portes de sortie. Il m'a également dit qu'il était prêt à s'emparer du pétrole iranien s'il refusait de conclure un accord. C'est un développement majeur dans ce conflit. Et le président a clairement indiqué dans sa publication sur Truth Social que les infrastructures énergétiques et de puissance de l'Iran seraient visées dans les jours à venir si aucun accord n'était conclu demain. Oui, je pense qu'il va parler. Il va s'adresser à la nation à nouveau à 13 heures aujourd'hui. À 13 heures aujourd'hui. Oui, il va encore parler. Et je ne vois rien de différent dans son argumentation. Il va se répéter et dire la même chose que nous venons d'entendre. Parce qu'il semble que dans leur esprit, les Iraniens jouent un jeu. Ce n'est pas un jeu de la part des Iraniens. Ils savent à quel point c'est crucial, à quel point, tu sais, je dirais, c'est la survie de l'Iran en tant que nation qui est en jeu pour eux. Ils comprennent la réalité de ce qui se passe. Ils ne veulent pas de cette guerre continue. Quelle est ta compréhension, Larry, de ce que le journaliste vient de dire à propos de la communication qu'il a eue avec Donald Trump? Oui, eh bien, Trump part dans tous les sens. Encore une fois, quel est l'objectif? Il ne cesse de dire, tu sais, je vais prendre le pétrole. Non, je vais détruire toutes leurs infrastructures, routes, ponts, électricité. Et puis, tu sais, l'Iran doit négocier sur quoi? L'ouverture du détroit d'Ormuz, l'abandon de l'énergie nucléaire? Et ensuite, ce commentaire risible de Trey Yingst, tu sais, selon lequel l'Iran ne négocierait pas de bonne foi. Allô? C'est l'Iran qui était prêt à revenir et à se réunir à Genève le 2 mars. C'est les États-Unis qui les ont bombardés, qui ont lancé une attaque non provoquée. Donc tu vois, les États-Unis n'ont plus aucune crédibilité maintenant. On ne peut plus du tout se fier à leurs paroles. Donc c'est, tu sais, vraiment je pense un signe de désespoir de la part de Trump.
Ils se rendent compte, ils se font laminer dans les sondages et que ça va pas s'arranger parce que le prix de l'essence va continuer à grimper. Il n'aura aucun contrôle là-dessus. Et je pense que peut-être que l'événement de 13 heures sera une conférence de presse pour célébrer le sauvetage incroyable de ce pilote. Pendant ce temps, il y a ces documents venant de cette Amanda Riker. C'était bien Riker. Oui, Riker. Tu sais, c'est inquiétant. Pas un mot là-dessus. Pas un mot. Donc ils essayent de garder ça secret. Si les Iraniens la détiennent, ils la présenteront à un moment donné. Ouais, Je pense, Larry, que le calcul des Iraniens concernant les pays du CCG change beaucoup après cette opération, et ils vont frapper des cibles dans ces États arabes. Mais que savons-nous de l'intensité, ou plutôt du nombre, des forces américaines dans ces pays? Sont-elles toujours au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, ou essaient-elles de les déplacer vers la Jordanie, ou peut-être ailleurs, comme Chypre? Ouais, je ne sais pas. Et c'est compréhensible. Les États-Unis gardent cela classifié en ce qui concerne la répartition. Il semblerait qu'il n'y ait plus de forces américaines à Bahreïn. Il y a encore des forces américaines au Qatar, sur la base aérienne d'Al-Udeid. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup aux Émirats arabes unis, mais les Émirats disposent de sites qui ont été utilisés pour lancer des attaques contre l'Iran. En Arabie saoudite, il y a encore du personnel américain. Je ne sais pas s'ils sont toujours à la base aérienne du prince Saoud. C'est tellement proche qu'elle a été frappée plusieurs fois par les Iraniens. Ils sont peut-être plus à l'ouest, à la base aérienne du roi Fahd. Et tu sais, le Koweït a beaucoup souffert. Étant donné qu'il a été rapporté samedi qu'il y avait eu des attaques sur la base où les forces des opérations spéciales étaient déployées, peut-être qu'elles ont été déployées. Mais ça, je ne sais pas. Tu es en sourdine. Larry, dans ce document, Amanda Ryder, il est indiqué que, laisse-moi te le montrer à nouveau, car il y a ici quelque chose d'important. Oui, c'est bien là. Oui, ça montre, Larry, qu'elle a obtenu un permis de séjour B2 d'Israël. She got a B2 stay permit from Israel. Oh ouais, ouais. Yeah, it's Oui, parce que cela ne permet que le tourisme et les affaires. Et puis tu vois, c'est, je pense, this is I think Oui, c'est intéressant. Cela montre l'intégration du personnel américain et israélien. Oui. Ouais. Tu sais, est-il possible qu'elle ait été à bord d'un avion appartenant à Israël et non aux États-Unis? Et c'est pour ça que les États-Unis ne s'y intéressent pas vraiment, parce que ce n'était pas notre avion. C'était un avion israélien, tu vois. Et nous pouvons probablement en conclure qu'il s'agissait d'une opération à la fois américaine et israélienne. Oui, oui. Ouais, ouais. Tu veux dire les avions et les chasseurs, ou tu parles seulement des forces, les forces israéliennes avec les Américains? Vous savez, il y a des F-35 israéliens, les deux, vous voyez. Et cela soulève la question, était-elle à bord d'un avion israélien ou non? C'est une possibilité. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont ces documents. Ils ne sont pas simplement tombés du ciel. Et la personne, où est la personne à qui ils appartiennent? Est-elle morte? Est-elle captive? S'est-elle échappée d'une manière ou d'une autre en les laissant derrière elle? Je trouve ça étrange. Ce genre de document, on le garde sur soi. Voici ce que l'ambassadeur israélien auprès de l'ONU a déclaré à propos des cibles en Iran.
de légitimité pour viser ces sites civils. Et je conseillerais aux Iraniens de croire le président Trump et le Premier ministre Netanyahou, car ils ont montré le mois dernier qu'ils étaient capables de frapper n'importe quelle cible en Iran. Et maintenant, nous devons attendre et voir si nous allons continuer à jouer à ce jeu avec le détroit d'Ormuz. Vous savez, ce qu'ils font là-bas, c'est inimaginable. Le chantage. Ils perçoivent en fait de l'argent des pays afin de leur permettre d'utiliser le détroit. Nous ne devrions pas permettre que cette piraterie se poursuive en 2026. Je pense qu'une partie de l'opération, Larry, dans le détroit d'Ormuz, consiste en ce jeu d'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. L'Iran montre que si vous voulez traverser le détroit d'Ormuz, vous devez obtenir la permission des Iraniens. Mais d'un autre côté, Israël et les États-Unis essayent de dire « nous pouvons l'ouvrir pour vous ». Par exemple, pour les Émirats arabes unis, c'est important. Pour le Koweït, pour tous ces pays voisins. Au fil du temps, il semble qu'ils se rapprochent d'Israël. Ils ne sont pas sur la voie de la compréhension de la réalité de ce qui se passe dans l'État iranien. Mais comment vois-tu la manière dont Donald Trump agit? Même hier, tu as vu ce message de sa part. Il les interpelle directement. C'est comme quelqu'un au lycée qui parle avec ses ennemis. High school is talking with his, enemies. He's hysterical. Trump is just absolutely Il est hysterical. hystérique. Trump est tout simplement absolument hystérique. Et encore une fois, il change d'un jour à l'autre. Un jour, il dit « Oh, on se fiche du détroit d'Ormuz. Que l'Europe s'en occupe. Nous ne dépendons de rien qui en sorte. Nous sommes autosuffisants en énergie. » Et puis, l'instant d'après, il les traite de cinglés et leur balance des insultes. Ici comme un fou, juste en criant. Like a madman screaming. And then, God, that is Et puis, vous savez, cet ambassadeur israélien, Danny Danon, franchement, c'est l'une des personnes les plus antipathiques au monde. Alors regardez, les États du Golfe sont en difficulté, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, ceux qui pourraient cesser d'exister, le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis, en réalité, c'est une création artificielle depuis 50 ou 55 ans. Ils sont apparus en 1971. C'est, tu sais, censé être un pays islamique, mais ce n'en est pas vraiment un. La grande majorité de ses habitants sont des Occidentaux et ils s'adressent à une clientèle très aisée. C'est en gros une sorte d'expérience entre Disneyland de luxe et Las Vegas. Beaucoup de prostituées s'y rendent parce qu'il y a des hommes avec beaucoup d'argent prêts à dépenser. À présent, avec le blocus, toutes les zones d'activité industrielle et économique essentielles des Émirats arabes unis se sont complètement arrêtées. Ils ne gagnent plus d'argent. On craignait qu'ils soient à court de nourriture. Mais le nombre de personnes vivant aux Émirats a chuté de façon spectaculaire. Les gens s'en vont en masse. Ainsi, Dubaï est décrite par certains comme une ville fantôme, et il en va de même pour Abu Dhabi. L'Iran a donc découvert qu'il pouvait, en somme, forcer un changement dans les politiques étrangères et les activités gouvernementales de tous les États du Golfe. Jusqu'à présent, Oman et le Qatar semblent disposés à négocier avec l'Iran. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis restent défiants. Mais je pense que les Émirats sont à bout de souffle. Larry, just breaking news here. IRNA from Iran. Larry, dernière minute ici. L'agence de presse iranienne IRNA a rapporté que l'Iran a répondu à la proposition américaine, appelée la proposition de cessez-le-feu de 45 jours. L'Iran rejette un cessez-le-feu temporaire et formule les exigences suivantes. Une fin permanente de la guerre à travers le Moyen-Orient, y compris au Liban et à Gaza, avec des garanties. La mise en œuvre d'un nouveau protocole de transit
reconnaissant le contrôle iranien sur le détroit d'Ormuz et permettant à l'Iran de percevoir des droits de passage, la levée des sanctions économiques contre l'Iran, la reconnaissance du droit de l'Iran à l'enrichissement pacifique de l'uranium dans le cadre du TNP, et le versement de réparations pour les dommages économiques subis pendant la guerre. Telles sont les exigences des Iraniens, qu'ils ont transmises par l'intermédiaire du Pakistan pour être remises aux États-Unis. Ils ont donc répondu à Donald Trump, et je pense que c'est ce à quoi il est confronté en ce moment. Oui, ils n'ont pas changé. Je veux dire, ce sont leurs revendications depuis le début. Ils ne les avaient pas formulées officiellement pendant la première ou la deuxième semaine de la guerre, mais c'est ce que j'avais décrit. J'ai dit, vous savez, si j'étais à leur place, ce seraient mes exigences. Et vous savez, les grands esprits se rencontrent. C'est assez simple. En ce moment, les États-Unis diront « Pas question, nous ne pouvons rien concéder de tout cela. » Très bien. Voyons, comment vous vous sentirez dans un mois quand votre économie s'effondrera? Est-ce que ça vous fera changer d'avis? C'est là, selon moi, que la pression économique va intervenir pour tout faire évoluer. Je voulais juste voir comment se portait le marché boursier. Donc, la bourse a ouvert. Le Dow était en baisse, maintenant il est légèrement en hausse. Mais cela gonfle artificiellement les prix. Ils partent du principe que « Oh, la guerre va bientôt se terminer » et ensuite, tout redeviendra normal. Rien ne redeviendra normal, les amis. Il faut qu'on arrête de se mentir. Larry, je pense que ce que tu as mentionné à propos des États arabes est particulièrement important, car après tout, il doit exister une sorte d'architecture de sécurité pour la région, pour le Moyen-Orient, dans laquelle, je suppose, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar, Oman, tous devraient comprendre la réalité actuelle de la région. D'accord. Mais comment voyez-vous les Émirats arabes unis et le Koweït dans ce calcul? Ils n'existent plus. C'est fini. Je pense que l'Irak va reprendre le contrôle du Koweït, terminer ce qu'il a essayé de commencer il y a 36 ans. Et les Émirats arabes unis, tu sais, ils vont être réintégrés à Oman. Les Émirats arabes unis sont une entité distincte, je pense, mais ils ne vont pas continuer à exister. Encore une fois, c'est une création artificielle. Maintenant, la compagnie aérienne Emiracy, oh, une compagnie fabuleuse. Tu sais quoi? J'ai déjà volé avec eux. C'est vraiment quelque chose, tout comme Qatar Airways. Mais, tu sais, il y a un réalignement politique, géopolitique et financier bien réel en cours dans le Golfe Persique. Et les pays continuent de dire « Oh, nous allons compter sur les États-Unis pour nous sauver. » Les États-Unis ne viendront pas vous sauver. Vous avez misé sur le mauvais cheval, les gars. Je pense, Larry, que le piège dans lequel se trouve Donald Trump en ce moment est énorme, parce que les FDI ont admis hier qu'elles pensaient que leur estimation des missiles balistiques iraniens était de 2500. Comment quelqu'un peut-il en arriver à ce genre de... On appelle ça, je crois que le terme technique est swag, ce qui signifie silly wild ass guess. Autrement dit, une supposition totalement hasardeuse. Vous savez, j'ai dit dès le départ que je pensais qu'ils avaient peut-être plus près de 20 000 missiles, voire davantage, parce que les villes de missiles sont souterraines. Les installations de production, d'après ce que je comprends, sont souterraines. Donc, dans le domaine du renseignement, la seule façon de savoir ce qui se passe, c'est d'obtenir des photographies et d'enregistrer le matériel qui est acheminé dans ces villes de missiles souterraines. À partir de ce matériel, on peut ensuite estimer combien de missiles pourraient être construits à partir de feuilles d'aluminium, d'acier ou autres.
Mais les usines, si elles étaient en surface et qu'une fois les missiles terminés, elles les faisaient sortir, on pourrait les compter de cette manière. Mais pas quand elles sont souterraines. On ne peut pas compter. Ils n'ont aucun moyen de le savoir. Alors, l'Iran continue tranquillement son chemin, déchargeant, vous savez, des dizaines de missiles à chaque salve. Et ils le font, en gros, 3 fois par jour, parfois 4. Et aujourd'hui, c'était le jour où ils se sont vraiment coordonnés pleinement avec les Houthis et le Hezbollah. Ainsi, de 3 côtés différents, Israël se fait pilonner, du sud, du nord et de l'est. From the south, from the north, and from the east. Yeah. I think that's why Iran is comfortable with. Je pense que c'est pour cela que l'Iran est à l'aise avec cette guerre d'usure, d'ailleurs. Ils savent qu'ils sont frappés. Quand on parle avec les gens, on comprend la réalité de la mort et de la destruction qui se produisent actuellement en Iran, mais ils n'ont pas d'autre solution à ce problème. Ils doivent parvenir à une forme de fin permanente à ce conflit. Ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle trêve. C'est la réalité de ce qui se passe en Iran. D'un autre côté, je pense que la manière dont Donald Trump et son administration se montraient d'une certaine façon optimistes, en disant que 90%, 70%, 80% des missiles balistiques et lanceurs iraniens, ainsi que le système de défense aérienne, avaient été détruits jusqu'à présent, venaient des leurs en Iran. Ils ont caché beaucoup de leurs, mais ce qui leur a donné cette illusion qu'ils en avaient fini avec le système de défense aérienne ou les missiles balistiques de l'Iran. Cela a été extrêmement problématique pour leurs calculs. Right. Yeah, no, Oui, eh bien non. J'ai entendu dire par des sources indirectes que ce missile rôdeur particulier est décrit comme une sorte de planeur. Il s'élève et plane dans les airs. Il n'est pas dirigé. Il attend une cible et il utilise l'infrarouge. Aucun type de signal radio. Donc, les États-Unis n'ont vraiment pas de défense contre lui. Je viens de voir, avant de passer à l'antenne avec vous, qu'un autre F-35 a déclaré une urgence au-dessus de l'Iran. Et je ne sais pas si l'Iran a reçu des mises à niveau de ses systèmes de défense aérienne de la part de la Russie ou de la Chine depuis le début de cette guerre. Ce qui est clair, c'est que les États-Unis ne peuvent pas survoler l'Iran en toute impunité. Ont-ils un avantage de supériorité? Oui, absolument. Mais ce n'est pas une suprématie totale, car l'Iran abat encore des avions et des drones. because Iran's still shooting planes and drones down. Et la défense aérienne iranienne est mobile. Cela signifie qu'il faut déplacer les véhicules. C'est pourquoi, dans ces zones montagneuses, on voit la difficulté d'y accéder, dans les montagnes, dans ces régions difficiles d'accès. Well, you know what another factor is going to be? Tu sais quel autre facteur va entrer en jeu dans 4 ou 5 semaines? La météo. Parce qu'il va faire une chaleur infernale. Je me souviens quand j'étais à la base aérienne d'Al-Udeid en mai 2006, donc il y a presque 20 ans. Et mon Dieu, la chaleur à cette époque. Cette chaleur va augmenter les besoins de maintenance de tous ces avions et elle rallonge le temps nécessaire au décollage parce que l'air est beaucoup plus lourd. Donc tu vois, tout le facteur météo va maintenant affecter les États-Unis plus que l'Iran, parce que l'Iran a ses gars dans des villes souterraines où la température reste la même toute l'année. Ni trop chaud, ni trop froid, juste ce qu'il faut. La rhétorique de Pete Hegseth était que cette guerre ne ressemblerait pas à celle d'Irak ou d'Afghanistan. Ce ne serait pas une guerre sans fin. Nous allons agir rapidement. Nous allons nous retirer rapidement. Et ce n'est pas ce que montrent les chiffres, Larry, ni l'argent dépensé jusqu'à présent. Je pense que ce n'est même pas comparable à ce qui s'est passé en Irak et en Afghanistan. Est-ce ainsi que vous le voyez? Nous sommes proches. Les dépenses liées à cette guerre dépassent probablement déjà les 45 milliards de dollars, peut-être même qu'elles approchent les 50 milliards. C'est énormément d'argent en peu de temps.
Et vous savez, si cela continue, on atteindra les 3 chiffres. 100 milliards, 200 milliards, une fois tout terminé. Les États-Unis ne peuvent pas se permettre cela. Et pourtant, ils ont plongé tête baissée dans ce piège. Jumped in with both feet to this trap. And it's not just the United States. Et ce n'est pas seulement les États-Unis. Regardez la souffrance des autres nations, les pays d'Europe, du Moyen-Orient, le Japon, la Corée du Sud. L'Inde, vous savez, achète du pétrole à l'Iran. Yeah. Oui, et ils le paient en roupies ou en yuans. Ils ne le payent pas en dollars. They're not paying for it with Yeah, dollars. rupee and yuan, yeah. Yeah. Ouais, And des this roupies is- et des yuans, ouais. I don't know. Je ne sais pas, l'ampleur de ce qui se passe est énorme, sur les plans militaires, économiques et géopolitiques. Et Donald Trump, tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz. All based on the Strait of Hormuz right now. Yeah. Well, it depends on the day. Eh bien, ça dépend du jour. Vous savez, hier, il a tweeté à propos du détroit d'Ormuz. Voyons ce qu'il dira aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera peut-être une autre exigence changeante. Comme je le dis, il ne contrôle rien. Si les gens pensent qu'il suit une grande stratégie d'échec en 3 dimensions, c'est absurde. Ils improvisent au jour le jour. Et beaucoup de choses dépendent du fait qu'ils restent populaires ou non, de ce qui leur arrive dans les sondages d'opinion. C'est cela qui les préoccupe. Yeah. Oui, l'écart est actuellement si grand entre l'Iran et ce que veulent les États-Unis, ce que les Iraniens exigent. Are demanding, and Et n'oubliez pas Israël. in Israel, exactly. yeah. Israel is Exactement, most important. Israël. I think one of the Israël ways that est le Donald plus Trump important. tried to- Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump essaie de faire avancer ce plan de cessez-le-feu de 45 jours, c'est à cause d'Israël. En ce moment, la situation là-bas est mauvaise. La nuit dernière, il frappait Tel Aviv et d'autres endroits en Israël, détruisant tout. Vous savez, ils sont pris pour cible et ne peuvent plus intercepter ces missiles. Ils ne sont même plus capables d'intercepter les roquettes du Hezbollah. Even capable anymore to intercept rockets from Hezbollah. Right. This Well, is the reality. that's because they're Exactement. C'est parce que leurs systèmes de défense aérienne ont été épuisés. Vous savez, j'en ai parlé dès le départ, il n'en restait qu'un nombre limité. Et maintenant, après 6 semaines, prenons une estimation prudente. Nous en sommes, disons, au jour 42, à peu près. D'accord. Donc c'est le jour 42 de cette opération. Et en plus de cela, disons qu'ils tirent 30 missiles par jour. D'accord? Alors, qu'est-ce que cela fait? Plus de 1200 missiles déjà. Et si vous utilisez 2 Patriots pour chacun de ces missiles, et là on parle uniquement d'Israël, eh bien cela fait 2400. La production totale de Patriots depuis le début n'était que de 4620. Donc là, vous dites que sur une période de 42 jours, plus de 50% du stock total aurait été consommé. Et ce que nous appelons le stock total est en réalité bien inférieur à cela. Donc non, ils sont à court, ils n'en ont plus. Et c'est pourquoi l'Iran peut en gros frapper n'importe quelle cible qu'il veut, à volonté. And that's why Iran can basically hit whatever target it wants at will. There were reports Des rapports indiquaient que les États-Unis étaient à court de JASM et de ses missiles de croisière. and these crude missiles. Yeah, that doesn't Oui, surprise me. ça ne me surprend pas non plus. I'm not sure Tu sais, je ne suis pas sûr de ce qu'était la production du JAS, mais je suis certain que ce n'était pas du tout fait à grande échelle. not done on a mass scale at all. Yeah. Larry, before wrapping up, the point that Professor Larry, Ted avant de Postol was conclure, raising le point que le recently professeur Ted Postol a soulevé récemment, lors de ma dernière conversation avec lui, il a dit que l'Iran avait épuisé ses intercepteurs en Israël. En ce moment, c'est le moment idéal pour envoyer des drones en Israël. Ces drones sont extrêmement précis dans leur cible et peuvent frapper partout en Israël. Si l'Iran cessait d'utiliser des missiles balistiques et se limitait aux drones, il pourrait détruire le gouvernement israélien et ses installations en Israël dès maintenant. Et c'est là tout l'enjeu. Penses-tu que nous allons voir un très grand nombre de drones entrer en Israël à ce rythme? Yeah, no, I think
there's not going to be dramatic. Oui, oui. Non, je ne pense pas qu'il va y avoir une hausse spectaculaire. C'est juste que les drones vont passer avec une plus grande efficacité. Vous savez, ils ne sont pas paniqués, ils semblent assez maîtrisés dans ce qu'ils font ici. Donc, je cherche le JASSM en ce moment. Je veux juste vérifier avant qu'on termine. Vérifions bien. Oui, donc le JASSM est le missile air-sol, le Joint Air-to-Surface Standoff Missile. D'accord, donc il est tiré à distance. Sa portée va de 200 à 500 miles, donc il est assez redoutable. En septembre 2016, 2000 avaient été livrés, et d'ici 2022, ce nombre avait augmenté de 1600 supplémentaires. Donc, et ensuite, quand on regarde combien, By September of 2016, there were 2,000 delivered. And then by 2022, it had gone up by another 1,600. And then you look at how much, how many have been dropped. combien en ont été largués? Chacun coûte environ 1,1 à 1,5 million de dollars. Ils n'en ont donc pas une réserve illimitée, et ils en ont vendu à l'étranger à des pays comme l'Australie, la Finlande, la Pologne et le Japon. Donc, au début de cette opération, ils en avaient peut-être produit un total de 7200. Mais combien en ont-ils utilisé? Il y a de fortes chances qu'ils en aient consommé pas mal, plusieurs milliers. Il pourrait donc en manquer, assurément. Larry, ils ont trouvé Amanda sur ses réseaux sociaux. Sur ses réseaux sociaux à elle. Il est indiqué qu'elle a commencé à l'université du Nebraska-Lincoln. Hein, Ouais, Et voici une place. ouais. Ouais, donc je sais pas où ils l'ont eu, comment ils ont récupéré cette pièce d'identité, mais ils l'ont eu. Et elle a peut-être été capturée. Ouais. Je pense que Donald Trump pourrait parler d'elle. Je ne sais pas. Il mentionnera peut-être son nom aujourd'hui. Nous verrons bien. Eh bien, je ne pense pas. Je veux dire, ils veulent garder ça secret. S'ils insistent sur le fait que les Iraniens ont une pilote, oh mon Dieu, cela va déclencher une tempête politique encore plus forte. Ils vont simplement faire comme si de rien n'était. Oui, merci Larry. Merci beaucoup. Très bien, mon ami. On se voit vendredi. Ça va encore être une semaine mouvementée, malheureusement. Ouais, à bientôt, Larry. Très bien, cette chemise me va bien, au fait. Toi aussi. D'accord, salut. Okay, bye. Au revoir. Au revoir.